Alors, je donne la parole maintenant à Laënnec Urbon, que je ne présente pas, tout le monde le connaît ici, sociologue, directeur de recherche au CNRS ici. Il a oscillé toujours entre Paris, Port-au-Prince, Pointe-à-Pitre, enfin, nous le connaissons bien, depuis fort longtemps, depuis les colloques liés au bicentenaire de la Révolution française, où il a toujours été présent, et jusqu'à aujourd'hui. Bon, spécialiste notamment du vaudou. Je laisse la parole, donne la parole, à Laënnec Urbon. 30 minutes. Merci. Oh, c'est énorme pour moi. Je dois d'abord dire un grand merci à Yannick pour avoir donné l'occasion de rencontrer d'abord beaucoup d'amis et puis d'avoir l'occasion de participer à des débats sur un sujet qui est très difficile et sur lequel il y a encore beaucoup de préjugés et surtout beaucoup de fantasmes qui traînent, pas seulement pour l'étranger, mais aussi pour nous en Haïti, qui faisons partie d'une élite intellectuelle et politique. Eh bien, nous avons encore beaucoup de fantasmes autour de la question du vaudou. Alors, ce que je voudrais présenter ici, c'est d'abord essayer de voir avec vous ce que serait, à mon avis, la genèse du vaudou, son archéologie, si vous voulez, comment cela a pu se produire, et voir dans cette genèse du vaudou ce que j'appelle un processus de reconstruction de soi des esclaves libérés, ou en tout cas se libérant, en tout cas de l'esclavage, et puis voir tout de suite après comment, quelle est la réception, quel est l'accueil qui est fait du vaudou, si vous voulez, quel est le type d'interprétation auquel nous assistons, que le vaudou nous donne d'assister, interprétation venant des élites politiques elles-mêmes, venant également des églises, des religions, des autres religions, et donc, et évidemment, qu'on trouve également dans la littérature haïtienne. Alors, j'ai essayé de réunir ces interprétations-là sous le concept, le paradigme de l'opposition barbare civilisée, problématique qui est celle de l'anthropologie, à laquelle l'anthropologie s'est coltée très tôt, et nous pouvons voir, et je vais essayer d'expliquer comment, malgré l'obsolescence de cette opposition aujourd'hui dans l'anthropologie moderne, eh bien, cette opposition barbare civilisée continue à jouer, en soumet, et de manière régulière et de manière insidieuse, à jouer, à avoir des effets sur le vaudou, sur l'interprétation qu'on a du vaudou et comme sur les pratiques elles-mêmes. Alors, je me propose de partir pour cela d'une réflexion de Giorgio Agamben sur l'esclavage dans un ouvrage intitulé justement Usage des corps. Agamben, dans un commentaire sur la politique d'Aristote, il s'appuie sur des historiens comme Moses Finlay, Jean-Pierre Vernant ou bien Victor Goldschmidt pour attirer l'attention sur une définition de l'esclave dans l'Antiquité grecque, une définition qui est rarement présentée et qui a attiré mon attention aussi. Et l'esclavage, dit-il, dit Giorgio Agamben, le point de vue philosophique, est compris, d'après Aristote, est compris comme un vêtement pour le maître, ou c'est ce qu'il appelle une valeur d'usage de l'esclavage. Une valeur d'usage au sens où l'esclave, c'est comme une main dont dispose le maître. Donc il est bien propriété du maître, mais il est comme collé au maître, et un peu donc comme sa main. Il est propriété du maître comme une machine qui ne serait pas orientée vers la production, pendant la période, évidemment, de l'Antiquité. Et Aristote évite, dit Giorgio Agamben, le terme de propriété qui, pour lui, a un sens trop juridique, pour souligner que l'esclave fait partie du corps même du maître et n'est en aucun cas considéré ni côté sujet, ni côté machine,
au sens de production vers l'extérieur, au sens d'œuvre. Donc, l'objet d'usage ne produit effectivement rien vers l'extérieur, car l'esclave fait partie du maître au sens organique. Étant donné qu'il n'existe pas en Grèce une conception du travail, l'esclave n'appartient pas à la sphère de la production. Donc, on voit donc pourquoi en Grèce, on ne pouvait pas être préoccupé par une tâche d'assimilation culturelle de l'esclave. Donc, de toute façon, c'est impensable pour le grec, parce que l'esclave est toujours déjà un étranger, donc un barbare, et donc il n'est pas question d'aller helléniser le barbare. On suppose donc déjà la rupture que va représenter la conception de l'esclave et de son statut au XVIe siècle. Le christianisme étant passé par là, donc dès la conquête, les jeux sont faits, commence effectivement avec le XVIe siècle un processus d'assimilation culturelle de l'esclave, donc de prétention à la déculturation de l'esclave. Mais, à mon sens, la valeur d'usage n'est pas supprimée pour autant à partir de la traite et de l'esclavage inauguré au XVIe siècle dans les Amériques. La valeur d'usage est pour moi articulée dorénavant à la valeur productive, en sorte que l'esclave continue à représenter pour le maître une source de prestige. Plus il a d'esclaves, plus il paraît important. On peut parler à ce moment-là, dans la colonie, il y a des lettres qui disent qu'il y a dizaines d'esclaves, parce que le maître a besoin d'esclaves pour son prestige. Donc l'esclave fait partie du capital symbolique à ce moment-là. Donc l'esclave va être pris donc, dans un système où il aura à s'arracher au maître, au propriétaire, pour se libérer, donc, pour s'arracher, donc pour se donner un monde propre, donc un monde où l'esclave devra entrer donc, dans un processus de reconstruction de soi, obligatoirement. L'article 28 du Code noir dit « Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître ». À partir de là, l'esclave n'a pas de descendant, il n'a pas d'ascendant non plus du point de vue du maître. Donc, dans ce processus de reconstruction de soi qui est obligatoire pour l'esclave qui doit s'arracher au maître, eh bien, nous sommes en train d'assister à la genèse elle-même du vaudou haïtien. C'est-à-dire, il va falloir que l'esclave fasse une reprise de l'héritage culturel et religieux africain, et à partir de cette reprise, qu'il produise un mouvement de distanciation par rapport au maître, par production de monde à soi, donc d'une altérité. C'est ce qui, précisément, apparaîtra gênant et même subversif pour le maître. L'esclave aura tout l'air d'être tout au maître, et pourtant, il est en dehors de l'espace du maître. Même les éléments de doctrine et de rituels imposés du christianisme des maîtres, ces éléments vont être mis à contribution dans la création du vaudou, et ces éléments vont subir une véritable réorganisation sémantique en fonction du projet de reconstruction de soi des esclaves. Donc, il y aura du côté des esclaves un véritable rapt de signifiants imposés à l'esclave qui va lui permettre de se reconstruire et donc de produire quelque chose d'absolument nouveau au plan culturel et religieux. J'aime bien citer, je viens de reconnaître cette phrase dans un ouvrage que je viens de lire de Norman Ajari, qui s'appelle « La dignité ou la mort ». À l'instant précis où l'esclave, dit-il, où l'esclave et le maître s'approprient une même parole religieuse, il n'y a plus une religion, il y en a deux, celle des opprimés et celle des oppresseurs. Le vaudou, comme les églises noires indépendantes des États-Unis,
seront justement des lieux de formation d'un lien social, de solidarité, de fomentation de stratégies de révolte et de pratiques insurrectionnelles. Le père Labat raconte que les esclaves étaient capables de chercher à obtenir plusieurs fois des baptêmes en trompant la vigilance des missionnaires. Les nègres, disait-il encore, conservent secrètement toutes les superstitions de leur ancien culte idolâtre avec les cérémonies des religions chrétiennes. À l'égard de l'eau bénite, quelque quantité qu'on en fasse le dimanche à la grand-messe, il est rare qu'on en trouve une goutte quand le service est fini. On se doute que cette situation se poursuive encore aujourd'hui, surtout le dimanche de Rabault, en Haïti. Sans entrer ici, donc, dans les arcanes du système vaudou, on observe que les esclaves commencent par se donner un nouveau rapport au temps et à l'espace, justement, pour se produire un monde à soi. D'abord, cela se produira à travers l'engouement pour la sépulture de leurs compagnons décédés. Les esclaves vont donc, à partir de là, remettre en place tout un dispositif de rapport aux morts qui donnera des possibilités de rapport aux ancêtres, à partir des ancêtres aux divinités africaines. C'est ce qui nous donne à voir une véritable chaîne sémantique qui est ainsi produite des morts aux ancêtres et aux divinités africaines, et ça va conférer au vaudou sa matrice imaginaire et symbolique. Justement, le culte des morts donnera lieu à des veillées, à des séances de récitation de contes, à des audiences, à des légendes, à la danse, à la musique, et tout cela sera à la base des cérémonies du vaudou. À travers la danse en particulier, c'est le corps même de l'esclave qui devient un lieu de mémoire, puisque ce sont les divinités africaines qui se manifestent lors de la transe et de la possession. Donc, grâce à cette chaîne sémantique, dorénavant, toutes les ethnies africaines seront reprises au niveau de l'imaginaire du panthéon et du panthéon des divinités du vaudou. On se doute donc que les esclaves disposent désormais de ressources symboliques suffisantes pour entrer dans une confrontation explicite avec l'institution esclavagiste. Des leaders rebelles émergent au cœur des diverses confréries du vaudou, comme des diverses confréries religieuses catholiques, et des rumeurs d'empoisonnement et de maléfices emplissent désormais la vie quotidienne autour des colons. Le nom de Bakandal restera célèbre comme celui qui aura donné le signal pour des révoltes et des insurrections. Dans l'espace même où Bakandal s'est exprimé, où la révolte de Bakandal a été déclenchée, c'est dans cet espace même que commencera l'insurrection de 1791, c'est 40 ans plus tard. C'est pourquoi donc la tâche du maître reviendra à dénier toute possibilité d'autonomie de l'esclave, toute possibilité pour l'esclave, donc à dénier toute possibilité pour l'esclave de disposer de son quant à soi, et il va procéder pour cela par infériorisation du monde de l'esclave. L'interprétation donc du vaudou se fera donc déjà sur la base de l'opposition du paradigme barbare civilisé qui est déjà à l'œuvre, déjà dans le Code noir, déjà à partir de la conquête, comme nous le savons déjà. Et bien sûr, nous disposons déjà des premiers récits sur les Amérindiens qui sont diffusés en Europe, puisque la guerre des images et l'Inquisition font rage déjà au Mexique et au Pérou, mais les récits dont nous disposons déjà, les récits qui serviront déjà à la base des premiers balbutiements de l'anthropologie moderne, au XVIIIe et au XIXe siècle, comme l'a montré Michel Duchet en particulier, eh bien, ces récits, les premiers récits dont nous disposons en particulier grâce à Jean Deléry ou grâce à Lafitau,
ces premiers récits nous donnent à voir plutôt que c'est le bon sauvage qui est salué. Mais le bon sauvage qui est salué, c'est plutôt l'Amérindien. Tel n'est pas le cas pour le regard porté sur le vaudou dès la fin du XVIIIe siècle, avec Moreau de Saint-Rémy, de Saint-Méry, qui nous offre l'une des premières descriptions d'une cérémonie vaudou, à prendre tout de même cum grano salis. La faible connaissance de l'Afrique, encore continent noir, se reporte sur le vaudou. La plupart des textes qui font allusion aux pratiques rituelles et aux croyances sont congruents au mouvement général de colonisation du monde fondé sur le projet civilisateur européen, ce que Achille Mbembe appelle la face nocturne de ce projet. Donc, dans l'impossibilité maintenant de m'étendre sur tous ces textes qui témoignent de cette vision basée sur l'opposition barbare civilisée, je vous cite un extrait d'une conférence d'un évêque français en 1896 qui me paraît emblématique de la vision du vaudou comme signe de barbarie. C'est ici notre ennemi principal, celui auquel nous devons faire une guerre sans trêve, une guerre à mort. Regardons-le en face, afin d'en avoir plus d'horreur et de nous rendre plus à même de le combattre avec succès. Combien s'imaginent que le vaudou consiste en des danses obscènes et en des repas copieux? Le vaudou est un vrai culte diabolique. Il a ses sacrifices et ses pontifes. Les danses ne sont que des dehors grossiers d'un intérieur infernal, pendant que le peuple se livre à ses bacchanales. Au fond de l'antre, les vrais initiés accomplissent les horribles mystères. Que dirais-je de l'atteinte portée à notre honneur national par nos attaches aux vieilles observances africaines? De nombreux essayistes américains font chorus à cette vision marquée par la peur de l'altérité. Notamment pendant l'occupation américaine entre 1915 et 1934, ils l'observent, de nombreux essayistes américains observent dans le vaudou que pratiques de cannibalisme et de sorcellerie, jusqu'à finalement offrir en pâture au cinéma hollywoodien les appâts des poupées vaudou et de la zombification comme l'essence même du vaudou. Toutes sortes de pratiques dans lesquelles, évidemment, imaginaire et réel sont en intrication, mais qui restent périphériques au vaudou, qui demeure tout simplement un lieu d'héritage, de culte, d'héritage familial dans la vérité. Peut-on dire donc que le paradigme barbare civilisé est surmonté par l'anthropologie moderne développée depuis Lévi-Strauss? Ce que l'on semble mal percevoir, c'est que cette anthropologie a été portée par la perspective de comprendre l'homme tout court, donc de conduire vers la position d'un universalisme abstrait, sans se douter suffisamment que l'opposition barbare civilisée continue à avoir des effets autant chez celui à qui on prêtait la condition de barbare, mais aussi et dans les sociétés occidentales à travers les préjugés raciaux Ce que la littérature développée par la plupart des écrivains, justement, Fanon, Memmi, Césaire, Glissant, Firmin ou Jean-Price Mars, précisément, c'est dénoncer la nécessité de débusquer les traces de la mémoire de ce paradigme dans la vie culturelle et politique actuelle. Il n'est pas dans mon intention de faire l'apologie du vaudou comme religion, ni d'en faire une alternative à la modernité. Le vaudou apparaît plutôt, pour moi, lié à la modernité elle-même, en tant qu'il naît dans le contexte
de la modernité et des Lumières comme expression d'une quête de liberté à travers ce processus de reconstruction de soi. Ce qu'une bonne partie de la littérature haïtienne, évidemment, tente d'assumer, mais prend du temps pour assumer, et qu'elle assume avec hésitation et prudence. D'abord, les premiers chefs d'État haïtiens, évidemment, ont hésité à assumer le vaudou, non pas parce qu'il s'agissait de religion, mais parce qu'ils voyaient tout ce qu'il y avait de subversif dans le vaudou pendant la période de lutte contre l'esclavage. Ils avaient peur que ces luttes puissent se retourner contre eux-mêmes dans l'État. Évidemment, l'osmose produite entre le catholicisme et le vaudou s'est solidifiée, en particulier entre 1804 et 1860, parce que, entre-temps, justement, il y a la demande, la quête de concordat avec le Vatican qui n'a pas lieu, mais l'Église reste présente en Haïti. L'Église préconcordataire avait plutôt un rapport avec le vaudou de compagnonnage. On est à la fois catholique et vaudouisant. Ça ne faisait pas peur au clergé à cette époque-là. Mais le problème demeure que le vaudou demeure toujours un lieu de mémoire, et ce lieu de mémoire fait peur. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que avec le concordat entre 1804 à partir de 1860, nous assistons justement à des dégâts collatéraux. Le texte que je vous ai cité tout à l'heure date précisément de 1864. On n'avait pas encore été pris dans cette perspective-là. Ce sont les dégâts collatéraux de concordat qui était pourtant indispensable, puisque c'est à partir de là que l'indépendance d'Haïti allait être reconnue par le Vatican. Et deuxièmement, c'est à partir de là que l'État haïtien allait trouver les premiers coopérants pour l'éducation à travers l'Église, à travers les différentes congrégations religieuses en Haïti. Dans tous les cas, on peut dire pour le présent quart d'heure que c'est partout, dans la Caraïbe, dans la communauté noire des Amériques en général, avec la santeria cubaine, le candomblé brésilien ou le rastafari jamaïcain, qu'on retrouve les mêmes dispositifs d'une nouvelle création, de création d'une nouvelle culture issue des luttes contre l'esclavage et qui, comme le vaudou, est le produit d'une créolisation de l'héritage africain par intégration des éléments rituels du christianisme et du monde amérindien, intégration qui montre précisément qu'il y a à l'intérieur de ce système un processus de tolérance qu'on ne trouve pas nécessairement dans une religion de type monothéiste strict. Car avec les divinités du vaudou, on voit qu'il y a traductibilité possible d'une divinité dans une autre religion qui accepte le principe du polythéisme. Donc, cette créolisation apparaît donc sur différents registres, la langue créole, la littérature orale, la mythologie, les contes, la musique et la peinture, et représente un apport essentiel à l'humanité universelle qui n'est pas encore suffisamment pris en compte. Nous avons encore du pain sur la planche pour inventorier ce lieu de mémoire qu'est le vaudou. Je vous remercie.